Bien, donc j'ai commencé la semaine dernière un cours qui porte sur une revue des expériences consistant à contrôler et à manipuler des particules quantiques isolées, des atomes ou des photons. Et j'avais commencé par montrer la semaine dernière que ces expériences constituent en quelque sorte une réalisation des expériences de pensée qui avaient été imaginées donc, dans les années 20 du siècle dernier pour essayer de mettre en évidence les aspects contre-intuitifs de la physique quantique, superposition d'états, intrication, notion de complémentarité, et qui permettent également de démontrer des étapes essentielles pour le traitement quantique de l'information, ainsi que l'étude donc, de la décohérence et de la transition entre les mondes classiques et quantiques. J'avais aussi insisté sur le parallélisme entre les expériences que nous effectuons à Paris sur des photons piégés et les expériences effectuées sur des ions piégés, en particulier dans le groupe de David Wineland au NIST. Dans un cas, donc, on manipule des particules matérielles en se servant de lumière pour les étudier, et dans l'autre cas, ce sont des particules de lumière qui sont étudiées avec des faisceaux atomiques pour les manipuler et les observer. Et dans les deux cas, c'est l'interaction matière-lumière au niveau le plus fondamental, interaction d'atomes avec des photons, qui permet d'effectuer ces expériences. Ensuite, j'ai abordé dans une deuxième partie une perspective un peu plus personnelle. J'ai essayé de faire l'historique des débuts de ces expériences à l'École normale supérieure, et j'ai parlé en particulier du travail que j'avais effectué en thèse sous la direction de Claude Cohen-Tanucci sur ce qu'on appelait l'atome habillé. Alors, je vous avais rappelé qu'il s'agissait, par des expériences de pompage optique, de manipuler des atomes dans une cellule, de les orienter et d'étudier leur interaction avec un champ de radiofréquence. L'originalité était de traiter ce champ de radiofréquence en termes de photons. L'idée de l'atome habillé, c'est de dire que les propriétés du système atomique en interaction avec le champ sont les propriétés d'un atome dont les niveaux sont en quelque sorte renormalisés, habillés par le nuage de photons qui l'entoure. C'est une image qui est familière en électrodynamique quantique. On pense par exemple au diagramme de Feynman qui décrit comment sont modifiées, renormalisées les propriétés d'un électron en présence des fluctuations du vide, mais qui était assez originale et nouvelle en physique atomique. D'ailleurs, tous les effets que nous avions prévus et étudiés sont parfaitement explicables par un traitement classique du champ électromagnétique, parce que dans une expérience, il y avait un nombre énorme de photons. L'ordre de grandeur du nombre de photons dans ces expériences était de l'ordre du nombre d'Avogadro, 10 puissance 23, 10 puissance 25, et évidemment, avec des champs aussi importants, les effets spontanés, les effets liés à la quantification du champ sont absolument indécelables. Néanmoins, cette approche présentait l'intérêt de décrire de façon synthétique ces interactions et de permettre de prévoir des effets qui étaient plus difficiles à voir par un traitement classique, par exemple des nouvelles résonances de croisement de niveau dans le diagramme d'atome habillé, ou encore la modification du moment magnétique de cet atome que nous avions illustré par de nombreuses expériences. Et ceci m'a tout de suite mis en évidence l'importance du traitement de l'interaction entre les atomes et le champ de façon fondamentale en termes de photons. Et donc c'est à l'occasion de ces expériences que le concept de photon est vraiment devenu très concret dans mon travail. Après je voulais dire également, je vous ai également montré à la fin de cette leçon qu'il nous manquait à peu près 15 ordres de grandeur pour arriver à avoir des effets liés au caractère quantique du champ. La fréquence de Rabi, la fréquence qui décrit l'échange fondamental des atomes avec le champ dans nos expériences, était de l'ordre de 10-10 Hz, alors qu'elle est devenue de l'ordre de 10 puissance 5 Hz dans les expériences que je vous décrirai ultérieurement. Et la suite de ces exposés, c'est un peu l'histoire de la progression de nos expériences qui nous a permis de gagner ces 15 ordres de grandeur sur l'interaction entre les atomes et le champ électromagnétique. Après ma thèse, je suis parti à Stanford où j'ai eu l'occasion de m'initier au premier laser accordable. Les expériences que j'avais faites dans le cadre de ma thèse avaient été faites avec des lampes classiques, et au début des années 70, c'était le moment où les lasers accordables en fréquence, en particulier les lasers à colorant, se sont développés. Ces lasers sont devenus des outils absolument extraordinaires qui ont révolutionné la physique atomique et la physique moléculaire. Non seulement parce qu'ils ont permis de faire de la spectroscopie avec une résolution accrue
par plusieurs ordres de grandeur, mais aussi parce qu'ils ont donné des outils pour manipuler les atomes qui étaient absolument impossibles à atteindre avec de la lumière classique. Et toutes les expériences qui ont été réalisées au cours des 40 ou 50 dernières années, qu'il s'agisse de celles des atomes froids, de la condensation de Bose-Einstein, de la découverte des nouveaux états de la matière aux très basses températures, auraient été impossibles sans les lasers. On dit souvent que les lasers ont joué un rôle essentiel dans les nouvelles technologies qui sont importantes dans notre vie quotidienne, mais au niveau de la recherche fondamentale, ils ont également joué un rôle absolument essentiel. Et j'ai eu la chance, en allant à Stanford à cette époque-là, de voir le début de cette révolution. Les premières compagnies qui développaient ces lasers de façon commerciale étaient basées dans la région de San Francisco. C'était des compagnies comme Coherent Radiation et Spectra Physics, et les premiers prototypes de lasers, ils les réservaient essentiellement aux laboratoires qui étaient proches, en particulier au laboratoire de Stanford. Et j'ai travaillé là-bas donc dans le groupe d'Arthur Chalot, et c'était l'époque où un jeune associé de professeur venait d'arriver à Stanford, Theodore Hensch, et j'ai eu l'occasion donc de faire sa connaissance, et on est devenus amis depuis, et je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui pour donner le séminaire à la suite de mon cours. Donc Ted était vraiment devenu un spécialiste de ces lasers. Il ne se passait pas une semaine ou un mois au laboratoire de Stanford où il ne découvrait pas de nouvelles méthodes pour utiliser ces lasers dans le cadre d'expériences de spectroscopie de haute résolution. Et c'est à cette époque-là qu'il a commencé à s'intéresser à l'atome d'hydrogène, intérêt qui n'a pas faibli jusqu'à maintenant, et il vous décrira la progression de ces expériences. Donc c'est l'atome le plus fondamental, le plus simple et le plus fondamental qui existe, et la physique qu'il a faite dessus, le gain en précision sur le spectre de l'atome d'hydrogène a conduit à des résultats absolument extraordinaires, en particulier pour l'amélioration des horloges atomiques. Donc vous aurez un séminaire à ce sujet par la suite. Moi, personnellement, j'ai travaillé surtout à ce moment-là avec des lasers en impulsion brève, et je m'en suis servi pour exciter ce qu'on appelle des battements quantiques dans les niveaux excités des atomes, ce qui m'a également familiarisé avec la notion de superposition d'états et d'interférence quantique qui devait jouer un rôle important par la suite. Donc voilà un petit peu un rappel de ce que je vous ai exposé la semaine dernière, et je voudrais continuer donc cette histoire aujourd'hui en abordant la physique des atomes de Rydberg. Je voudrais parler donc d'expériences que nous avons menées depuis la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, sur une quinzaine d'années, qui nous ont permis de nous familiariser avec ces atomes très excités, qui nous ont servi vraiment d'outil fondamental pour toutes nos expériences. À l'époque, l'accent était mis sur la modification des propriétés radiatives de l'émission spontanée d'un atome en présence de parois réfléchissantes, accélération ou au contraire inhibition de l'émission spontanée. Et donc je vous parlerai bien sûr de ces expériences, mais les méthodes qu'on a dû développer pour étudier les atomes ou pour améliorer les propriétés de nos cavités nous ont servi par la suite pour réaliser des expériences de manipulation cohérente d'atomes en interaction avec des photons, et donc sont essentielles pour comprendre l'étape suivante, qui est vraiment l'étape de contrôle et de manipulation de photons isolés dans des cavités, dont je vous parlerai à partir de la semaine prochaine. Donc je vais commencer par parler des débuts de la physique des atomes de Rydberg, et ça commence vraiment dans les années 70. En fait, la découverte, l'exploitation des lasers accordables a tout de suite ouvert un champ extraordinaire d'exploration des niveaux d'énergie des atomes et des molécules qui était absolument inaccessible auparavant. En particulier lorsqu'on se rapproche de la limite d'ionisation, lorsqu'on excite un électron dans un atome proche de la limite d'ionisation, il existe un très grand nombre de niveaux d'énergie qui se resserrent de plus en plus lorsqu'on se rapproche de l'ionisation, qu'on appelle les états de Rydberg, et qui étaient parfaitement inaccessibles avec des lampes classiques, parce que les forces d'oscillateurs, le couplage des atomes sur une transition entre l'état fondamental, qui est très localisé, et un état excité, est très faible, et avec des lampes classiques, l'efficacité d'excitation de ces atomes était très faible, et en plus, on ne pouvait pas, étant donné la largeur des lampes spectrales, distinguer les différents niveaux. L'avènement des lasers accordables a changé cette situation et a permis d'accéder à toute une série de niveaux, une terre inconnue pour la physique. Et ce sont des niveaux qui sont extrêmement intéressants et séduisants, je dirais, à étudier, d'une part parce qu'ils ont une grande simplicité,
La physique de ces atomes est finalement beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'un seul électron concerné que la physique des atomes dans leur état fondamental. Donc physique très simple et en même temps physique exotique puisque les propriétés de ces atomes, dont les ordres de grandeur sont très différents de celles des atomes dans l'état fondamental, leur donnent des propriétés inhabituelles qui nous ont tout de suite fascinés. Alors sur la diapositive suivante, je rappelle des faits essentiels concernant ces atomes. D'abord, on les appelle des atomes de Rydberg parce que c'est le physicien suédois Rydberg qui, à la fin du XIXe siècle, a établi la formule empirique qui donne la position de ces niveaux d'énergie. Ces niveaux sont définis essentiellement par un nombre quantique principal et ils constituent des échelles de niveaux qui montent vers la limite d'ionisation et qu'on peut classer suivant le moment angulaire des états en série de niveaux S, P, D, F. Ici, j'ai représenté le cas du sodium, dont l'état fondamental est l'état 3S, le premier état excité l'état 3P. Alors, pour atteindre ces niveaux de Rydberg, la procédure est simple. Une première excitation laser porte les atomes dans le premier état excité 3P, qui a une durée de vie assez courte, et avant que l'atome ne retombe dans l'état fondamental, un second laser, qui est dans ce cas-là une longueur d'onde dans le bleu, permet d'exciter soit les niveaux NS, soit les niveaux ND, en raison de la règle de sélection qui impose un changement de moment angulaire de plus ou moins une unité lorsqu'on absorbe un photon. Et ainsi, donc, on accède à des niveaux très proches de la limite d'ionisation que l'on peut exciter avec une grande efficacité. J'ai représenté ici de façon zoomée sur ces niveaux, au niveau de la limite d'ionisation, en représentant quelques niveaux NS, NP, ND et NF. Les séparations ici tombent dans le domaine des transitions millimétriques, quelques gigahertz à quelques dizaines de gigahertz, et on peut les étudier en irradiant les atomes par des radiofréquences ou des champs millimétriques résonnants. Ici, j'ai représenté les niveaux de faible moment angulaire, NS, NP, ND, NF, qui correspondent à L égale 0, 1, 2, 3. Mais vous savez que dans la multiplicité des niveaux des atomes excités, le moment angulaire peut croître jusqu'à une valeur maximum égale à n-1. Et donc, il existe également dans cette terre inconnue non seulement des états qui étaient inaccessibles correspondant à des énergies de plus en plus proches de la limite d'ionisation, mais également des états qui étaient également inaccessibles, qui correspondent à des moments angulaires de plus en plus élevés. Le moment angulaire maximum est ce qu'on appelle l'atome circulaire. Sa fonction d'onde est décrite par une orbitale qui est un tore, comme un pneu de bicyclette ou de voiture, localisant l'électron sur un cercle autour du noyau. On peut également se le représenter comme une onde de De Broglie qui tourne autour du noyau, une onde stationnaire de De Broglie. Je dirai beaucoup plus de choses sur ces états circulaires plus tard, parce que ce sont vraiment ces états qui nous ont permis de faire nos expériences. Que dire d'autre à ce stade? On peut les étudier avec des nombres quantiques qui varient. Là, dans l'expérience dont je vous parlerai, le nombre quantique principal varie entre 20 et 50, mais certains groupes ont étudié des états de Rydberg avec des nombres quantiques atteignant plusieurs centaines. La position des niveaux d'énergie est donnée par la fameuse formule de Rydberg. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, elle est très simple. C'est R sur N2, où R est la constante de Rydberg. Pour les atomes autres que l'hydrogène, en particulier les atomes alcalins, il faut corriger cette formule en soustrayant de N une petite quantité qu'on appelle un défaut quantique, qui dépend essentiellement du moment angulaire, et qui est lié au fait que les atomes autres que l'hydrogène, en fait, sont des systèmes un peu plus compliqués. L'électron qui tourne loin du noyau et voit le cœur constitué par les autres électrons comme un petit système qui, en première approximation, est une charge unique. Donc, en première approximation, le comportement de l'électron qui tourne autour est hydrogénoïde, mais cette distribution de charge a une structure, et l'électron qui tourne autour du noyau polarise le noyau, crée en quelque sorte une marée de charge électrique à l'intérieur du noyau, un peu comme la Lune qui produit des marées au niveau de la Terre, et cet effet de marée modifie légèrement la position des niveaux d'énergie. Il y a également pour les niveaux de bas moment angulaire le fait que l'électron peut pénétrer à l'intérieur du cœur et voir une charge non écrantée. Tout ceci crée ces défauts quantiques que Rydberg avait découvert de façon purement empirique, simplement en faisant une numérologie des niveaux d'énergie de l'atome, et qui ont été ensuite parfaitement expliqués par Niels Bohr dans la première théorie des quanta et par la physique quantique. La constante de Rydberg elle-même, je vous donne son expression ici, elle est donnée, MC2 c'est l'énergie relativiste de l'électron, alpha est la constante de structure fine qui vaut 1 sur 137, qui est une combinaison de charge de l'électron et de vitesse de la lumière de constante de Planck.
Et donc, vous voyez que R vaut 13,6 électronvolts. On peut également l'exprimer en centimètres-1. Je l'ai donné ici avec 7 ou 8 chiffres significatifs, qui étaient la valeur que l'on connaissait dans les années 70, mais en particulier grâce aux travaux de mesures de haute résolution sur l'hydrogène, effectués notamment par Ted Hench et également par, ici au LKB, dans le groupe de François Biraben. On a maintenant 5 ou 6 chiffres significatifs de plus. Enfin, pour nos expériences, la précision de la constante de Rydberg ne va pas être essentielle. Je vous donne également l'ordre de grandeur des transitions entre niveaux de Rydberg. La distance qui sépare deux niveaux de Rydberg avec un delta n égale 1 est de l'ordre de 2R sur N3. On dérive simplement 1 sur N2. On trouve une distance de 1,75 cm-1 pour n égale 50, ce qui donne des longueurs d'onde de l'ordre de 6 mm, des fréquences de l'ordre de 50 GHz. Donc vous voyez comment, à partir de cette formule simple, on détermine les ordres de grandeur des fréquences auxquelles les atomes vont être sensibles. Donc voilà un petit peu des considérations générales. Je dirais beaucoup plus de choses sur ces atomes, en particulier les atomes circulaires, au début de la leçon prochaine. Alors à Paris, on s'est focalisé rapidement sur les propriétés, la sensibilité de ces atomes aux micro-ondes, au rayonnement millimétrique. Et on a réalisé un grand nombre d'expériences, en particulier dans le cadre de la thèse de Claude Fabre, sur la spectroscopie millimétrique des atomes de Rydberg, non seulement du sodium, mais d'autres atomes alcalins. On a exploré en quelque sorte le diagramme d'énergie, ces échelles de niveau d'énergie, en reliant les niveaux par des transitions millimétriques et en étudiant avec précision la position de ces transitions, ce qui nous a permis de mesurer avec une grande précision les défauts quantiques, et donc ces effets de polarisation du cœur ionique par l'électron de valence. Alors, nous avons pu réaliser cette expérience parce que j'ai eu la chance d'intéresser à ce travail Philippe Goua, qui est un spécialiste de physique de la matière condensée et qui disposait de sources de rayonnement millimétrique extrêmement puissantes et précises, ce qu'on appelle des carcinotrons, qui permettaient de délivrer à la demande des ondes millimétriques de fréquences bien définies. Et donc, il suffisait qu'on lui demande dire qu'on avait besoin donc d'une fréquence correspondant à une transition entre niveaux de Rydberg pour qu'il nous fournisse cette source. Et donc, la participation de Philippe Goua à ces expériences, son implication non seulement technologique, mais à la physique fondamentale, ont été vraiment essentielles, et je voulais le souligner à ce stade. Ce qui nous fascinait, c'était la sensibilité de ces atomes au rayonnement millimétrique, le fait que des puissances extrêmement faibles de rayonnement millimétrique pouvaient être détectées par l'absorption de ces atomes qui se comportaient comme des antennes géantes, la taille de l'atome variant comme le carré du nombre quantique principal. Mais on était loin d'être les seuls à s'intéresser à cette physique. De nombreux groupes dans le monde ont commencé à étudier les propriétés de ces états. En particulier, le groupe de Daniel Kleppner à MIT s'est intéressé, lui, particulièrement à la sensibilité des atomes aux champs statiques, électriques et magnétiques. Et ici, j'insiste sur les magnifiques expériences qu'il a réalisées à la fin des années 70 sur l'effet Stark de ces atomes. Alors, l'effet Stark, c'est la perturbation d'atomes par un champ électrique. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, vous savez que chaque niveau de nombre quantique principal n est hautement dégénéré, et lorsqu'on applique un champ électrique, la dégénérescence est levée. Certains niveaux vont voir leur énergie augmenter avec le champ électrique, d'autres diminuer, et donc on a pour chaque nombre quantique principal un éventail de niveaux qui se séparent de plus en plus lorsqu'on augmente l'intensité du champ. Dans le cas des atomes alcalins, le même phénomène se produit, mais vous voyez qu'il y a des différences. Les niveaux de faibles moments angulaires qui ont des défauts quantiques différents démarrent en champ électrique nul avec des énergies différentes, et lorsqu'on augmente le champ électrique, leurs énergies viennent se traverser les énergies des niveaux de moments angulaires plus élevés. On a affaire, suivant que les niveaux sont couplés ou non, à des croisements ou des anticroisements de niveaux, et toute la physique très subtile de l'effet Stark d'un atome qui est perturbé par les défauts quantiques a été faite dans le groupe de Kleppner. Vous voyez, ce genre de diagramme présente de façon extrêmement synthétique et très imagée l'effet Stark. En fait, il a été fait de la façon suivante. Pour chaque valeur du champ électrique, ils ont balayé la fréquence du laser et observé les résonances. Et ensuite, ils ont empilé ces spectres correspondant à des amplitudes de champ électrique de plus en plus grandes pour donner cette image très simple de cet effet Stark des atomes hydrogénoïdes. Un point important, c'est la détection de ces atomes. Dans nos premières expériences à Paris, on détectait les atomes par la méthode classique habituelle qui est regarder leur fluorescence. On les excite et on regarde la lumière qu'ils réémettent. Mais cette méthode n'est pas du tout
bien adapté aux états de Rydberg, parce que plus on monte dans les niveaux d'énergie, plus faible est l'émission spontanée. La durée de vie des niveaux devient de plus en plus longue, et la probabilité qu'ils réémettent un photon s'étale sur des temps de plus en plus grands, ce qui dilue les signaux, et on avait du mal à observer des niveaux d'énergie de nombre quantique principal supérieur à 15 ou 20. L'astuce qu'a employée Kleppner et qu'on utilise depuis lors, c'est l'ionisation, c'est profiter de cette sensibilité au champ électrique pour détecter les atomes en les ionisant dans un champ électrique. Alors, le principe est très simple. Si vous regardez le potentiel auquel est soumis un électron de Rydberg, c'est essentiellement le potentiel coulombien du noyau, du cœur de l'atome, et les niveaux d'énergie correspondant aux différents nombres quantiques sont des états d'énergie discrets dans ce puits de potentiel. Si vous appliquez un champ électrique à cet atome, il faut ajouter à ce potentiel coulombien le potentiel linéaire associé au champ électrique, et vous voyez que l'addition de ces deux potentiels crée un maximum, un col, qui fait que les niveaux qui se trouvent à la limite de ce col vont correspondre vont permettre à l'électron de s'échapper à l'extérieur. C'est un phénomène d'ionisation qui est sélectif. Vous voyez que si vous voulez ioniser des niveaux de plus en plus profonds, il faut augmenter le champ électrique, c'est-à-dire la pente de cette droite rouge, jusqu'au moment où le niveau correspondant s'échappe. Et ce phénomène a été étudié en détail par Kleppner et son groupe à MIT, l'ionisation des états d'énergie élevés. Ils ont remarqué que le seuil d'ionisation est extrêmement critique, il varie lorsque vous augmentez le champ électrique, le moment où un niveau d'énergie s'ionise est extrêmement bien marqué, beaucoup plus marqué d'ailleurs pour le niveau S que pour le niveau D, pour des raisons claires. Le niveau D, avant que l'ionisation soit atteinte, va se démultiplier en des niveaux d'énergie différents et qui vont s'ioniser dans des champs différents. Donc l'ionisation des niveaux D est plus diffuse que celle des niveaux S. Néanmoins, on peut les distinguer et on peut donc, en appliquant des champs variables, ioniser avec une grande efficacité et de façon sélective les niveaux. Et c'est une méthode que nous avons utilisée depuis cette époque, on l'a adaptée à nos expériences et on l'a utilisée depuis cette époque dans toutes les expériences qu'on effectue sur ces atomes de Rydberg. Alors je vais vous montrer comment on procède sur la diapositive suivante en vous décrivant une expérience type de spectroscopie micro-ondes. On a donc un jet atomique qui est excité par des lasers, donc les niveaux de Rydberg sont préparés dans cette région, et on illumine en même temps, dès que les atomes sont excités par une micro-onde qui est emprisonnée dans une cavité en cuivre formée de miroirs, une cavité de type Fabry-Pérot, qui servait à l'origine simplement à définir de façon précise la région de l'espace dans laquelle les atomes étaient soumis aux micro-ondes. Une fois que ces atomes s'échappaient, on les faisait passer entre deux plaques de condensateur qui permettaient d'appliquer un champ électrique. Et l'astuce consistait à appliquer ce champ électrique dans une rampe de champ, le faisant croître linéairement au cours du temps, ce qui fait que le champ atteignait à des instants différents les seuils d'ionisation des différents niveaux de Rydberg. D'abord, en champ faible, on ionise le niveau le plus excité, qui est le moins lié, et quand on augmente le champ, on arrive à ioniser les niveaux inférieurs. Et donc, on pouvait ioniser dans deux champs différents les deux niveaux concernés par une transition millimétrique. Et donc on a effectué de cette façon-là les expériences dont je vous ai parlé sur la diapositive précédente, et on a remarqué un phénomène qui était très très intéressant, le fait que si on prépare le niveau supérieur d'une transition micro-ondes, on n'a même pas besoin d'appliquer de champ de radiofréquence extérieur ou de champ millimétrique extérieur, il suffit d'accorder la cavité à la fréquence correspondante à la transition. Et lorsque la cavité est accordée, simplement en déplaçant les miroirs, on constate qu'à résonance, le signal correspondant au niveau inférieur de la transition subit une variation brutale, une augmentation brutale. Donc le système passe spontanément de l'état supérieur à l'état inférieur. En quelque sorte, il crée sa propre micro-onde. Et ça, c'est un effet Maser. On dispose d'un milieu qui est inversé, on a une population plus grande dans l'état excité. Si ce milieu est dans une cavité résonante, il émet de façon extrêmement rapide et efficace vers le niveau inférieur. Alors bien sûr, les masers étaient bien connus depuis les années 50, mais ce qui était remarquable dans ces expériences, c'est que le seuil de l'effet Maser était extrêmement bas. Il suffisait de quelques centaines d'atomes dans cette cavité pour que le système se mette à osciller de cette façon-là, alors que dans des masers ordinaires, formés de molécules ou d'atomes dans leur état fondamental, il faut des milliards et des milliards d'atomes pour réaliser l'effet Maser. Alors la raison, c'est évidemment le grand couplage de ces atomes au champ, le fait que le dipôle
qui se couplent au champ varient en n au carré. Et lorsque n vaut 20, on gagne déjà un facteur de quelques centaines à quelques milliers sur ce facteur. Et donc, à la fin du papier qu'on avait publié en 1979, on avait dit qu'avec une augmentation modérée du facteur de surtension de la cavité, on pourrait arriver à des systèmes contenant des nombres, tout petits nombres d'atomes. Et ça, c'était vraiment le début de notre recherche vers les effets à atomes uniques, vers l'électrodynamique quantique en cavité. Donc, c'est à partir de 1979 qu'on a commencé vraiment à se focaliser sur ce problème. Sur cette diapositive, je vous présente un calcul simple du seuil de ces effets Maser qui vont faire apparaître les ordres de grandeur de façon très simple. La première chose qu'il faut calculer, c'est le couplage fondamental, le couplage d'un atome à un mode du champ électromagnétique. Cette formule-là, je vais aller assez vite parce qu'elle était déjà contenue dans le cours de la semaine dernière, lorsque je vous ai fait un cours sur l'atome habillé. Ce couplage, c'est essentiellement le produit de dipôle électrique de l'atome qui vaut A0 n au carré ou A0 le rayon de Bohr, par le champ électrique d'un photon, qui est simplement la racine carrée de l'énergie du photon divisée par le volume de la boîte, avec ce facteur epsilon 0 qui décrit la permittivité du vide. Donc voilà le couplage fondamental. Et pour décrire le taux avec lequel les atomes vont émettre, si la cavité est une cavité de qualité modérée, c'est-à-dire si on peut considérer que les photons qui s'échappent forment un continuum d'états auquel est couplé l'atome de façon irréversible, un raisonnement de type règle d'or de Fermi est suffisant. Ce raisonnement dit que le taux d'émission dans une cavité de facteur de surtension Q pour n atomes va être égal au carré du couplage que multiplie le nombre d'atomes n, et ce facteur n, je l'expliquerai dans un instant, n atomes vont rayonner de façon essentiellement n fois plus vite qu'un atome isolé, et ce facteur-là, Q sur h bar oméga, représente la densité d'état final. Les atomes rayonnent dans une cavité dont la largeur spectrale est h bar oméga sur Q, donc il y a un mode accessible dans la largeur h bar oméga sur Q, et l'inverse de cette largeur, c'est la densité d'état final, Q sur h bar oméga. Et lorsqu'on effectue ce produit, on voit apparaître une quantité Q carré sur epsilon 0 h bar qui est un facteur près la constante de structure fine, et puis ici des quantités sans dimension. Vous reconnaissez ici, donc n puissance 4 Qn sont sans dimension, la constante de structure fine est sans dimension, et C à 0 carré sur V, c'est l'inverse d'un temps, puisque C à 0 carré, c'est un volume divisé par un temps, et donc on a bien un taux qui est donné par cette expression. Et ce qu'il faut, c'est que pour observer l'effet Maser, il faut que ce phénomène d'émission radiative collective dans la cavité s'effectue plus vite que les phénomènes parasites qui vont avoir tendance à vider le niveau excité. Et dans cette expérience, le phénomène parasite fondamental, c'est l'émission, le taux d'émission spontanée vers les niveaux profonds de l'atome. Vous voyez que ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est un effet Maser entre deux niveaux de Rydberg, donc une transition millimétrique, mais il ne faut pas oublier que ces niveaux atomiques excités sont également couplés par émission spontanée vers les niveaux beaucoup plus bas, et ce taux d'émission spontanée intrinsèque est beaucoup plus rapide parce que l'émission spontanée dépend du nombre d'états final, et aux fréquences élevées, le nombre d'états final croît comme oméga carré, et donc on a un taux beaucoup plus rapide vers ces niveaux profonds. Dans le cas des niveaux qui nous intéressaient, ce taux était de l'ordre de 10 puissance 6 seconde moins 1. Et lorsqu'on fait cette application numérique avec ces ordres de grandeur, vous voyez que le facteur Q était relativement faible, de l'ordre de 10 puissance 4 avec nos cavités en cuivre. On arrive effectivement à des seuils de l'ordre de 250 atomes. Donc on avait ce phénomène très tentant qui montrait qu'en augmentant par 2 ordres de grandeur le facteur de qualité de nos cavités, on pourrait arriver à un régime où un seul atome serait amené à rayonner plus vite dans la cavité qu'il ne le fait dans l'espace libre. Vous voyez ici qu'un problème important que l'on rencontre, c'est la compétition avec des effets qui sont parasites à ce niveau, qui est l'émission vers les niveaux profonds. Et c'est une des raisons de l'intérêt des états circulaires. Si vous préparez les atomes de Rydberg dans un état circulaire, ce qu'on peut voir facilement, c'est que l'état circulaire ne peut rayonner que vers l'état circulaire inverse, et les transitions vers les niveaux profonds de l'atome sont interdites, simplement pour des raisons de conservation du moment angulaire. Donc si on prépare l'atome dans un niveau circulaire, on a un système très propre qui ne peut rayonner qu'aux ondes millimétriques, et c'est la raison pour laquelle on s'est ensuite intéressé particulièrement à ces niveaux, mais j'y reviendrai. Mais même avec ces cavités de faible facteur de qualité, une physique intéressante
devenait possible, la dynamique de l'évolution d'un ensemble d'atomes dans une cavité de ce genre était un phénomène très intéressant qui avait été prévu théoriquement dès les années 50, qu'on appelle le phénomène de superradiance. Comment se comporte un ensemble d'atomes, tous couplés au rayonnement de la même façon, lorsqu'on les laisse, à partir de l'état excité, évoluer de façon irréversible vers l'état fondamental. Cette théorie de la superradiance avait été effectuée par le physicien américain Dickey en 1954, et il avait montré que, de façon spontanée, les atomes allaient se corréler entre eux, créer un dipôle géant qui allait rayonner beaucoup plus efficacement et rapidement que des atomes indépendants. Si vous avez n atomes, ils vont rayonner n photons, mais ils vont rayonner n photons n fois plus vite que des atomes isolés, ce qui fait que la puissance rayonnée va être en n au carré. Et une puissance rayonnée en n au carré, c'est, en électromagnétisme classique, bien compréhensible. Si vous avez n antennes qui sont en phase, elles vont rayonner avec une intensité en n au carré par interférence constructive. Donc ce que Dickey avait montré théoriquement, c'est que de façon spontanée, les dipôles s'arrangeaient pour interférer constructivement dans le phénomène d'émission. Et c'est en fait ce phénomène qu'on observait dans nos expériences de Maser. Alors pour cela, je vais simplement faire une théorie très rapide ici, sur cette diapo et la suivante. Le point important, c'est que ces atomes sont couplés symétriquement au champ. Le couplage de tous les atomes au champ est le même. Et donc l'hamiltonien qui décrit ce couplage, c'est notre hamiltonien de James Cummings de la semaine dernière, à ceci près qu'il faut maintenant sommer sur les opérateurs sigma plus et sigma moins associés à chaque atome, qui sont des opérateurs de spin en quelque sorte. Et lorsque vous sommez cela, vous fabriquez des opérateurs collectifs, J plus et J moins, qui sont la somme des opérateurs de spin des atomes individuels. Et lorsque vous sommez n spin et demi, vous avez un moment angulaire n sur 2. Et donc la physique, c'est essentiellement le couplage au rayonnement d'un moment angulaire géant, J, qui est égal à n sur 2, où n est le nombre d'atomes dans l'échantillon. Donc c'est une simple généralisation du modèle de James Cummings qui permet de comprendre la situation décrite par Dickey. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le couplage va être décrit par ces opérateurs J plus et J moins. Prenons l'état supérieur. Si tous les atomes sont excités, le système est dans un état de moment angulaire J égale n sur 2, M égale n sur 2. Tous les spins pointent dans une direction donnée. Et quand l'atome se désexcite à la fin de l'évolution, tous les atomes sont dans l'état du bas, et ça c'est l'état J égale n sur 2, M égale moins n sur 2, tous les spins valant moins 1,5. Et au fur et à mesure que l'émission se produit, on a l'action des opérateurs J-, et vous savez que l'opérateur J- sur un spin J de projection de moment angulaire grand M est donné par la fameuse formule qui est ici, ce sont les éléments de matrice du moment angulaire entre les états Jm et Jm-1. L'amplitude, c'est J plus ou moins M plus 1, J moins ou plus M. Ça, c'est l'effet de J plus ou de J moins sur Jm qui conduit à Jm plus ou moins 1. Donc ça, c'est vraiment de l'algèbre de moment angulaire élémentaire. Et donc, toute la simplicité du problème, c'est qu'on ramène le problème de l'émission collective de n spin et demi au problème de l'algèbre d'un moment angulaire macroscopique J égale n sur 2. Je donne un exemple. Qu'est-ce qui va se passer après l'émission du premier photon? L'émission du premier photon va conduire le système de l'état JJ à l'état JJ-1. Si vous appliquez J- à l'état où tous les atomes sont excités, J- c'est la somme des sigma-, et donc vous voyez que vous allez avoir une somme d'états dans lesquels vous allez désexciter soit le dernier atome, soit l'avant-dernier, et ainsi de suite, et vous devez superposer tout cela. Et pour normaliser cet état, il faut diviser évidemment par 1 sur racine de n, puisque vous avez n termes. Et donc ça, c'est le premier état désexcité. Et vous voyez que ça fait apparaître dans cette physique immédiatement le phénomène d'intrication. Un tel état ne peut pas être décrit comme un produit tensoriel d'état à un atome, c'est un état qui possède déjà des corrélations qui se bâtissent entre les atomes. Une autre quantité qu'on peut calculer immédiatement, c'est le dipôle, l'élément de matrice du dipôle entre ces deux états, l'état excité et celui-ci. Et il est très facile de montrer qu'il est proportionnel à la racine de n fois le dipôle d'un atome individuel. Ceci simplement parce que quand vous calculez l'élément de matrice de EEE avec cet état, vous avez n termes identiques, et donc vous avez n fois le dipôle divisé par racine de n, et vous avez donc le fameux facteur racine de n qui demeure, qui montre que le couplage élémentaire, dès l'émission du premier photon, est n fois plus grand. Le couplage, c'est le carré de cet élément de matrice, le taux avec lequel le premier photon va apparaître, est n fois plus rapide que celle d'un atome unique.
Alors ça, c'est un phénomène qui est absolument... On n'avait pas eu besoin de faire tout ça pour découvrir ça. C'est un phénomène qui est trivial. Si vous allez émettre n photons, et si tous les atomes émettent de la même façon, la probabilité d'émission du premier photon va n fois plus rapide que s'il n'y avait qu'un seul atome. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer après l'émission du premier photon? Et c'est ce que je montre sur cette diapo. J'ai représenté ici l'échelle des niveaux d'énergie, de JJ à J-J. L'émission apparaît comme une cascade faisant tomber l'atome de cet état-là à celui-là. Et cette émission en cascade, ce modèle est valable tant qu'on peut considérer que le champ est un réservoir. Ceci signifie que les photons s'échappent immédiatement. Qu'une fois qu'un photon a été émis, la cavité n'est pas assez bonne pour le maintenir dans le système, et le photon s'échappe beaucoup plus rapidement que la vitesse avec laquelle il est produit. Dans ce cas, eh bien, vous voyez que le premier élément de matrice va être proportionnel à n, le suivant va être proportionnel à 2n-1. Pourquoi? Parce que vous avez ce produit j plus m, j moins m plus 1. Donc l'un des deux facteurs va augmenter d'une unité à chaque cran et l'autre diminuer d'une unité. Donc vous allez passer de n à 2n-1, et puis le deuxième échelon va vous donner 3n-2, et ainsi de suite. Et lorsque vous allez arriver au milieu de l'émission, l'élément de matrice va être n sur 2, facteur de n sur 2 plus 1. Enfin, lorsque vous allez descendre jusqu'en bas, vous allez retrouver le facteur n. Ceci pour vous dire que l'évolution du couplage, lorsque le système cascade de plus en plus bas, varie suivant une loi parabolique. Les probabilités d'émission commencent à la valeur n, passent par un maximum qui est proportionnel à n au carré sur 4, et puis reviennent à la valeur n. Et ce qu'on doit faire, c'est simplement étudier la dynamique d'un système dans lequel l'émission accélère jusqu'au milieu de l'émission et puis ralentit à nouveau lorsque le système arrive en bas. Alors ça peut s'étudier de façon analytique ou numérique, mais on peut comprendre de façon qualitative ce qui se passe. Le taux d'émission croît d'une valeur proportionnelle à n au départ à une valeur proportionnelle à n au carré lorsqu'on arrive au milieu de l'émission. Et ce passage de n à n au carré est lié à la mise en phase spontanée des dipôles. La fonction d'onde, lorsque m vaut 0, est une fonction fortement intriquée de tous les atomes, et il existe des corrélations fortes entre les dipôles associés aux différents atomes qui expliquent l'accélération de l'émission. Et donc on comprend de cette façon-là que l'émission globale va se produire à peu près n fois plus vite. On peut faire un calcul plus précis, on peut évaluer le temps au bout duquel se produit le maximum de l'émission en sommant les durées moyennes des étapes successives de la cascade, ce que j'ai fait là. Alors, j'appelle gamma 1Q le taux d'émission spontanée d'un seul atome. Il est multiplié intrinsèquement par n, mais vous voyez que la première étape va se produire en un temps 1 sur n, la deuxième étape en un temps 1 sur 2n-1, la troisième étape en un temps 1 sur 3n-2, et ainsi de suite. Et si n est grand, n, n-1, n-2, c'est équivalent à n, et vous arrivez à une expression qui est de la forme 1 sur gamma nq, avec la sommation 1 plus 1,5 plus 1 tiers, qui est simplement log de n. Et donc vous voyez que l'émission se produit avec une vitesse qui est raccourcie par le facteur n sur log de n par rapport à l'émission d'un atome unique qui serait situé dans la même cavité. Et ça, c'est vraiment l'accélération de l'émission spontanée, telle que Dickey l'avait calculée dans son modèle théorique. Ce qu'on peut constater également, c'est que là, j'ai décrit un phénomène moyen. Si vous recommencez l'expérience un grand nombre de fois, à chaque étape, vous allez avoir une dispersion dans le temps d'apparition du photon, et donc il va y avoir une grande dispersion dans les temps d'une expérience à l'autre, ce qui va correspondre à une grande fluctuation dans le délai de l'émission. Et donc c'est ce phénomène-là que nous avons étudié expérimentalement en 1982. Je vous montre ici le résultat donc, de ce papier, qui était un des papiers importants de la thèse de Jean-Michel Raymond, qui montre comment évolue sur un ensemble de réalisations d'expériences avec le même nombre d'atomes. On démarre à chaque fois avec quelque chose comme 3000 atomes, on laisse le système évoluer jusqu'à un certain moment, et à cet instant-là, on arrête l'évolution du système. Comment est-ce qu'on l'arrête? On applique entre les miroirs de la cavité un champ électrique qui, par effet Stark, sort les atomes de résonance, et donc fige l'évolution à cet instant. On laisse ces atomes sortir, on les ionise, et on compte le nombre d'atomes dans l'état supérieur et l'état inférieur. Donc on réalise en fait, on détermine pour chaque réalisation où le point se trouve sur cette droite. 0 signifie que les atomes sont encore tous excités, n qui sont désexcités, et un point intermédiaire indique qu'il y a une certaine fraction d'atomes désexcités et d'autres non. Et on recommence un grand nombre de fois pour le même délai,
et on construit l'histogramme qui décrit la probabilité pour qu'à cet instant, n atomes aient été désexcités. Et on recommence ensuite pour des délais différents, qui sont ici mesurés en fraction du délai TD dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'on observe effectivement qu'au milieu de l'émission, on a une grande dispersion de cet histogramme qui montre que d'une réalisation à l'autre, le nombre de photons émis à cet instant peut changer dans des proportions importantes. La courbe en trait plein que vous voyez superposée à l'histogramme, c'est le résultat de la théorie. Et donc vous voyez qu'on vérifie avec une grande précision ce phénomène d'émission collective, de mise en phase collective de dipôles, et donc phénomène de la superradiance. Donc les fluctuations sont importantes. J'insiste aussi sur les ordres de grandeur. Il faut que l'émission soit irréversible. Il faut donc que le taux d'émission, qui est, si je néglige le facteur log de n, qui est de l'ordre de quelques unités, il faut que n gamma 1q, qui est le taux d'émission collective, soit plus petit que le taux d'échappement des photons. Donc il faut que le taux d'émission collective soit plus petit que le taux de perte des photons pour que ce régime irréversible se réalise. Et ceci impose une limite sur n. Il faut que n soit plus petit que cette limite, qui est de l'ordre de 1 sur q au carré, pour qu'on soit dans ce régime. Si n dépasse cette limite, eh bien, l'émission collective devient oscillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les photons ne s'échappent pas assez vite, l'ensemble d'atomes tombe vers l'état fondamental, et les photons sont toujours là. Donc ils peuvent être réabsorbés, et on peut voir s'établir un régime d'oscillation entre les atomes dans leur échelle de moment angulaire et les photons dans leur échelle d'état d'oscillateur harmonique. Et ce régime-là, nous l'avons également observé, c'est l'émission collective qui a fait l'objet d'une thèse de troisième cycle d'Yves Kaluzny, et qui est également un des résultats importants dans la thèse d'état de Jean-Michel Raymond. Donc vous voyez comment, pour un nombre d'atomes relativement petit, l'émission est irréversible. Et lorsqu'on augmente le nombre d'atomes, on voit ces rebonds, cette oscillation de l'émission collective qui est liée à la réabsorption des atomes par l'échantillon, par la réabsorption des photons par l'échantillon atomique. Ceci se produit lorsque n dépasse cette limite, plus grand que ce facteur. Et il y a une autre façon d'interpréter ce résultat encore plus simple. La fréquence d'oscillation collective que vous observez ici est simplement proportionnelle à oméga racine de n. Oméga est la fréquence de Rabi pour un atome. Si vous avez n atomes, le dipôle augmentant par un facteur racine de n, ça accélère cette oscillation, elle devient égale à oméga racine de n, et la condition sur n, cette condition sur n exprime que cette fréquence d'oscillation collective doit être plus grande que le taux d'amortissement du champ, qui est en 1 sur q. Donc vous voyez que racine de n doit être plus grand qu'un terme en 1 sur q, ce qui montre bien que n doit être plus grand qu'un terme en q au carré. Donc on a ce régime d'oscillation collective lorsque n devient assez grand. Donc nous avons étudié tout ça en détail. C'était l'époque, la fin des années 70, le début des années 80, et malheureusement on n'a pas pris beaucoup de photos dans notre laboratoire, mais Philippe Gouat, qui était notre photographe attitré, m'a donné récemment un certain nombre de photos qui rappellent cette période. Donc c'est une photo dans mon bureau avec Michel Gross et Claude Fabre de Deau, qui étaient mes premiers étudiants en thèse. Ici, vous avez une photo qui montre Philippe Gouat avec son équipement millimétrique. Et en bas, il a retrouvé une photo, on voit Yves Kaluzny, Claude Fabre, Jean-Michel Raymond et moi à peine de l'autre côté. Donc voilà une photo qui nous rappelle cette période de grande excitation au laboratoire où on essayait d'aller vers des effets à un seul atome. Pour cela, il fallait augmenter le facteur de qualité de nos cavités. Et on y est arrivé. La première étape que l'on a réalisée, c'est de partir des cavités en cuivre et aller à des cavités supraconductrices. Et donc on a pris une cavité en niobium, une cavité superconductrice en niobium, mais avec la même géométrie. Et le facteur Q est devenu assez grand. On a gagné 2 ordres de grandeur sur le facteur Q. Et on est arrivé au régime où des atomes traversant un après un l'appareil se sont ionisés dans des champs différents suivant que la cavité était accordée ou pas. Donc on a eu un changement de la distribution des instants d'ionisation au moment où on accordait la cavité. Lorsqu'on moyenne sur quelques centaines d'atomes, on observe bien un pic correspondant à l'état final lorsque la cavité est accordée. Ici, vous avez cavité désaccordée en pointillé, cavité accordée en trait plein. Et le dernier résultat en bas correspond à un nombre d'atomes en moyenne de 1,3, c'est-à-dire que la cavité était traversée par 1 ou 2 atomes à la fois.
avec une accélération d'un facteur de l'ordre de 70 du taux d'émission par rapport à un atome dans l'espace libre. Alors nous avons à ce moment-là indiqué qu'il s'agissait évidemment du cas limite d'un maser approchant son seuil avec seulement un atome dans le milieu, mais c'était également l'illustration d'un phénomène qui avait été prédit dès les années 40 par Ed Purcell en 1946, qui est l'exaltation, l'accélération de l'émission spontanée d'un atome dans une cavité de facteur Q. Il avait donné cette formule qu'on a vérifiée, donc l'accélération est proportionnelle au facteur Q de la cavité, toujours dans ce régime d'émission irréversible, et le facteur 3 sur 4pi2 Q lambda 3 sur V, c'est le fameux facteur de Purcell. Alors, à la même période, Dan Kleppner à MIT avait suggéré la possibilité inverse. Il avait dit, bon, on accélère l'émission spontanée si la cavité favorise un mode, mais qu'est-ce qui se passe si la cavité exclut le mode que les atomes veulent rayonner? À ce moment-là, l'émission spontanée va être inhibée. L'atome ne pourra pas rayonner puisqu'il n'aura pas d'état final auquel il pourra accéder. Et en particulier, il a envisagé une géométrie très simple qui est celle de deux miroirs parallèles, l'atome qui passe entre les deux miroirs avec un dipôle qui rayonne parallèlement au miroir. À ce moment-là, si la longueur d'onde rayonnée est supérieure à 2 fois la séparation des miroirs, eh bien, il y a une coupure. Le système se comporte comme un guide d'onde sous coupure. Il n'y a pas de mode associé à ces grandes longueurs d'onde. Et donc, la probabilité d'émission de l'atome dans cette structure devient nulle. On a une émission inhibée. Par contre, lorsque L de L sur lambda augmente, lorsqu'on passe à la valeur 2L sur lambda égale 1, il y a un bond du taux d'émission spontanée parce que le mode que l'atome est capable d'émettre s'engouffre dans la structure et on peut calculer théoriquement cette variation. Mais le point essentiel ici, c'était d'étudier cette situation-là. Et donc, il y a eu 2 papiers qui ont joué un grand rôle à cette époque-là. Un premier papier théorique de Dan Kleppner en 1981, où il parle de la possibilité d'inhiber l'émission spontanée de cette façon-là. Et 4 ans plus tard, la réalisation expérimentale avec son étudiant en thèse, Randy Hewlett, où ils ont observé ça sur un atome de Rydberg. Alors, l'expérience est très simple. Ils l'ont faite avec un atome circulaire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que l'atome ne puisse rayonner qu'aux transitions millimétriques. S'il peut rayonner vers une transition visible, le gap qu'on va réaliser n'inhibera pas cette transition. Donc ils ont préparé des atomes circulaires, et on en reparlera. Dans le cas, c'était des atomes de césium, préparés dans l'état circulaire n égale 22, avec une orbite parallèle aux plaques, et puis ils laissent traverser l'atome et ils détectent avec un détecteur à ionisation qui sélecte les niveaux. La transition inhibée est une transition à 0,45 mm. Et voilà, comment est-ce qu'ils observent l'inhibition? Eh bien, l'astuce, ça consiste à laisser les parois fixes, mais à balayer la fréquence, par effet Stark, la fréquence que l'atome de Rydberg peut rayonner. Et lorsqu'on augmente le champ électrique, on montre, et j'en parlerai la semaine prochaine, que les niveaux circulaires entre lesquels l'émission se produit se rapprochent. Ça veut dire que la longueur d'onde augmente. Et vous atteignez, lorsque 2L sur lambda est égal à 1, ici, vous atteignez une valeur où le système, tout à coup, ne peut plus rayonner dans la cavité, et donc la probabilité que l'atome de Rydberg arrive au détecteur augmente considérablement parce que la durée de vie des atomes de Rydberg circulaires augmente. Alors, donc ça explique cette augmentation. Alors, ensuite, on a un effet parasite qui est que si on continue à augmenter le champ électrique, le signal diminue. C'est simplement parce que si le champ électrique devient trop grand, il y a une probabilité d'ioniser les atomes entre les plaques qui sont indispensables pour l'expérience. Et donc la retombée était également comprise, au moins qualitativement, de cette façon-là. Mais le point important, c'est qu'ils ont observé donc cette augmentation et cette inhibition de l'émission spontanée de l'état de Rydberg. De nombreuses expériences d'exaltation et de suppression dans les domaines micro-ondes, infrarouges et visibles du spectre ont été réalisées depuis. Donc ces phénomènes de contrôle de l'émission spontanée d'un atome par l'environnement ont été réalisés dans les années 80. Et c'était des expériences importantes parce que jusqu'à cette époque, on envisageait que l'émission spontanée était un phénomène incontrôlable, qui était un phénomène qu'on ne pouvait pas manipuler aisément. Or, la possibilité de mettre des conducteurs au voisinage de l'atome, de changer la distribution des modes du vide vers lesquels l'atome rayonne, est apparue au cours de ces expériences. Alors je reviens à cette augmentation de l'émission spontanée, ce papier, parce que, en fait,
ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer si on continue à augmenter le facteur Q de cavité. Et donc, à la fin du papier, on avait dit que si on augmentait le facteur Q par un autre ordre de grandeur, eh bien, on atteindrait un régime d'oscillation quantique entre un seul atome et un mode du champ électromagnétique. Le même régime que le régime collectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui était valable si oméga racine de n était plus grand que Q sur oméga, plutôt oméga racine de n plus grand que oméga sur Q. Maintenant, il faut que oméga soit plus grand que oméga sur Q avec n égale 1. Donc c'est plus difficile, mais ça conduit à un régime extrêmement intéressant qui demandait simplement une augmentation par un facteur 10. Et donc ça a vraiment constitué notre but à partir du milieu des années 80, la recherche de ce qu'on appelle le couplage fort en électrodynamique quantique en cavité. Parce que c'est ce couplage fort qui permet la manipulation cohérente des états d'atomes et du champ. En fait, ce qu'on cherchait à faire, je vous montre de façon très simple sur cette diapositive. Imaginez que l'atome est initialement excité et la cavité vide. L'émission spontanée accélérée dans la cavité va vous conduire vers l'état où l'atome va passer de E à G et un photon va apparaître. Mais si le photon peut rester dans la cavité pendant un temps suffisamment long, eh bien, il va être réabsorbé, il va être absorbé plus tard et on va revenir à l'état E0. Et le système va osciller entre 0 et G1. C'est un régime que j'ai décrit dans le cadre de l'atome habillé lorsqu'il y a beaucoup de photons, mais il se produit même lorsque n vaut 0. Et c'est ce qu'on appelle l'oscillation de Rabi du vide, l'oscillation entre les états E0 et G1. De façon plus quantitative, le système évolue comme une superposition linéaire des états E0 et G1 avec les poids cosinus oméga t sur 2 et sinus oméga t sur 2, ce qui montre qu'en fait, on a affaire à un système combiné, atome habillé par le champ, mais au niveau vraiment fondamental, où le champ contient 0 ou 1 photon. Et vous voyez en particulier que si vous êtes capable d'interrompre cette évolution à mi-parcours, c'est-à-dire que lorsque oméga t vaut pi sur 2, à ce moment-là, oméga t sur 2 vaudra pi sur 4, et vous allez avoir une superposition symétrique de 0 et de G1. Si l'atome sort de la cavité, vous avez cet état où vous avez un atome excité et une cavité vide, superposé avec un atome désexcité et un photon. Et l'atome peut quitter la cavité, et vous pouvez faire à ce moment-là des expériences de type physique non locale. Ce que vous allez faire en manipulant l'atome et en mesurant l'atome va avoir un effet sur l'état dans lequel va se retrouver le champ à l'intérieur de la cavité. Donc ça, c'était vraiment des expériences dont on rêvait à ce moment-là. C'était au début des années 80, et j'ai retrouvé dans un cours des Ouches une photo où on me voit avec Dan Kleppner en 1982, discutant justement de cette physique. Vous voyez que si j'avais écrit ici en haut du tableau single atom effects, donc on cherchait des effets à atomes uniques, et vous avez ici la formule qui montre l'oscillation de Rabi du vide. Donc on avait l'air perplexe, mais on pensait vraiment que ce serait une physique intéressante, et ça, je pense, c'était un cours des Ouches en juillet 1982. Donc on cherchait le couplage fort, et pour cela, il fallait augmenter le facteur de qualité de nos cavités, et donc on a essayé de lisser le niobium. En fait, on avait des cavités en niobium. Le gros problème, c'est que le niobium ne se travaille pas mécaniquement de façon simple, et que la cavité de niobium présentait des rugosités qui diffractaient les photons à l'extérieur. On avait du mal à avoir des cavités de grands facteurs de qualité avec du niobium. Et donc en 1985, on a eu la surprise d'apprendre que notre concurrent et compétiteur à Munich, Herbert Walter, avait réussi à fabriquer un système qu'il appelait un micromaser dans lequel le couplage fort était atteint, mais il travaillait avec des cavités cylindriques fermées. Donc je vais vous parler maintenant de ces micromasers, des progrès des cavités ouvertes et donc de ce chemin qu'on a poursuivi entre les années 85 à 95 pour arriver au couplage fort dans des conditions qui nous intéressaient. Donc le micromaser en 1984, c'était l'expérience donc, de Herbert Walter à Munich. Il a atteint ce régime dans une expérience qui ressemblait beaucoup au nôtre, mais avec un changement essentiel, qui était de remplacer nos cavités fermées par une cavité ouverte par une cavité cylindrique fermée, en niobium. L'avantage, c'est qu'évidemment, même si la paroi interne de la cavité a des irrégularités, le photon ne peut pas s'échapper. Ça revient simplement à modifier la géométrie du mode légèrement, mais le facteur de qualité de ces cavités était 1000 à 10 000 fois plus grand que les nôtres. Et donc, en envoyant des atomes 1 à 1, atomes excités par laser, en les détectant, il a fabriqué ce qu'il appelait un micromaser, un maser dans lequel le champ se bâtissait dans la cavité, les atomes le traversant 1 à 1, et du fait du grand facteur Q,
les photons restaient dans la cavité pour interagir avec l'atome suivant, et c'est comme ça que l'émission majeure se construisait. Alors ce travail a été réalisé dans le cadre de la thèse de Dieter Meschede, qui est devenu par la suite un collègue et un ami, qui a été ensuite un postdoc pendant la période où je travaillais à Yale dans les années 80. Ça, c'est une photo qui a été prise à ce moment-là en 1987. Maintenant, il est professeur à Bonn et réalise de très belles expériences de traitement quantique de l'information avec des atomes refroidis par laser. Et nos deux groupes ont échangé constamment, des étudiants, des postdocs, et cette collaboration a été extrêmement fructueuse au cours des années. Mais en revenant à mon histoire, donc, la cavité cylindrique a une très longue durée de vie pour le photon. Sur la diapositive suivante, je vais faire quelques remarques sur ce micromaser, parce que c'était vraiment un système remarquable. En fait, donc, on a un système à deux niveaux. J'ai représenté en rouge l'état excité, en bas l'état inférieur de la transition entre Rydberg. La cavité cylindrique, elle a une certaine longueur. Les atomes la traversent pendant un temps L sur V, et dans leurs expériences, ils contrôlaient V simplement avec un mécanisme de roue dentée qui permettait de sélectionner en vitesse dans le G des atomes ayant une vitesse bien définie. Donc on pouvait contrôler le temps d'interaction des atomes dans la cavité. On envoyait les atomes dans l'état excité. À la sortie, l'atome est dans une superposition linéaire impliquant l'état excité et l'état du bas, puisqu'il subit une oscillation de Rabi cohérente, et on détecte l'atome. Et si vous détectez l'atome et que vous le trouvez dans l'état du haut ou dans l'état du bas, ça va changer l'état du champ. La probabilité pour que l'atome passe d'un état à l'autre en fonction de n est donnée par la fameuse formule de Rabi tout à l'heure, à ceci près maintenant que n peut prendre des valeurs supérieures à 0. Au fur et à mesure que le champ va se bâtir dans le système, n va augmenter, et pour l'atome suivant, la période de Rabi va devenir oméga racine de n plus 1 au lieu de oméga. Et cette formule générale s'applique pour calculer la probabilité pour que l'atome soit excité si vous faites J égale 0, et pour que l'atome soit dans l'état du bas si vous faites J égale 1. Donc la mesure de chaque atome correspond à une espèce de tirage au sort, puisque le résultat va être aléatoire. Si vous trouvez l'atome dans l'état du haut, ça veut dire qu'il n'a pas émis et que le nombre de photons n'a pas changé dans la cavité. Et si vous trouvez l'atome dans l'état du bas, ça veut dire qu'un photon a été ajouté. Et dans une expérience idéale, si vous êtes capable de détecter tous les atomes et de les mesurer, vous allez voir la progression en marge d'escalier du champ qui va se bâtir dans la cavité au fur et à mesure que les photons vont y rentrer. Alors, il va se passer un phénomène intéressant si vous réglez le temps d'interaction pour que pour une valeur n0 du nombre de photons, la fréquence de Rabi soit égale à un multiple de 2π. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en utilisant cette formule, vous voyez que la probabilité pour que l'atome émette un photon supplémentaire s'annule. Simplement parce que si vous avez n0 photons, l'atome fait un nombre entier de tours et se retrouve dans l'état excité avec une probabilité égale à 1. Alors, le groupe de Walter a appelé ça des trapping states, des états pièges. Si on réalise cette condition, le nombre de photons n0 est piégé, il ne peut pas être dépassé par le système. Alors, on peut faire des simulations numériques de cela, et vous voyez ici, dans une réalisation, des marches d'escalier qui indiquent comment le nombre de photons augmente. Vous voyez, certaines marches sont longues, ça veut dire que, en raison du tirage au sort, plusieurs atomes ont traversé la cavité sans émettre de photons, puis ensuite un photon est émis. Et si vous recommencez ça une deuxième fois, vous allez avoir une autre marche d'escalier, une troisième fois, une troisième marche d'escalier. Le point important, c'est que si vous réalisez cette condition de trapping state, toutes ces marches d'escalier vont converger à la valeur n0 parce que dans aucune réalisation, vous ne pourrez dépasser cette valeur. Et donc ces trapping states, une autre façon de le voir, c'est de construire des histogrammes moyennés sur un grand nombre de réalisations. Et vous voyez que cet histogramme va évoluer vers une fonction de Dirac associée à n0. Alors cette recherche des trapping states a fait réaliser beaucoup d'expériences. Cet effet est contrecarré par des tas d'effets parasites sur lesquels je ne veux pas revenir, mais des expériences montrant de façon indirecte que cette dynamique des trapping states existait dans le système ont pu être réalisées, et un grand nombre d'expériences sur les micromasers a été faite dans les années 80 et 90, non seulement des expériences réelles, mais également des expériences de pensée, où on a imaginé comment on pourrait mettre en évidence certains effets intéressants de la physique quantique à partir de systèmes de ce genre. Alors, nous avons contribué à cette physique nous-mêmes, mais avant ça, je voudrais vous montrer la preuve que l'on est dans le système de couplage fort de l'électrodynamique en cavité. Dans une autre expérience, ce qu'ils ont fait, ça a consisté à atténuer le faisceau d'atomes de façon à ce que les atomes ne bâtissent pas un champ, mais explorent
par oscillation de Rabi le champ déjà présent dans la cavité, qui était un champ thermique, un champ constitué de 0, 1, 2, 3 photons. Et dans ce champ thermique, ils ont observé une oscillation de Rabi qui est complexe parce qu'il y a un battement entre différentes fréquences correspondant à un nombre de photons différents, mais le fait que l'oscillation est réversible, que la probabilité de trouver l'atome dans l'état excité remonte au bout d'un certain temps, est la preuve qu'on est dans le régime de couplage fort de l'électrodynamique. Alors, notre contribution à cette physique a été ce qu'on appelle le micromaser à 2 photons, et ça a constitué la thèse de Michel Brune en 1987. Michel Brune, qui est d'ailleurs resté ensuite dans notre groupe, constituant avec Jean-Michel Raymond et moi-même donc la direction de ce groupe de l'électrodynamique quantique en cavité. L'expérience a été faite avec une cavité fermée, donc vous voyez ici une photo de cette cavité en niobium, les atomes traversant la cavité de cette façon-là, et le principe est le même que tout à l'heure, à ceci près que lorsque les atomes sortent, si l'atome sort dans l'état excité, le nombre de photons n'a pas changé, mais si l'atome apparaît dans l'état du bas, 2 photons ont été ajoutés au champ de la cavité. Pourquoi 2 photons? Bien parce qu'on a réglé le système sur une transition à 2 photons. Dans le sodium, entre les niveaux 40S et 39S, on règle la cavité à 68,4 GHz, qui est la fréquence qui est exactement la moitié de la fréquence de la transition. Donc, pour passer de ce niveau-là à celui-là, il faut que l'atome émette 2 photons. Et l'amplitude d'émission est exaltée par le fait qu'il existe ici un niveau relais, le 39P, qui n'est pas résonant, mais qui est suffisamment voisin pour que la transition virtuelle, le passage intermédiaire virtuel dans l'état 39S se fasse avec une amplitude importante. Et donc, il est simplement à 39 MHz de la fréquence de la transition. Ceci empêche, le fait que la cavité a un très grand facteur de qualité, empêche l'atome d'émettre un seul photon. Il a envie d'émettre sur cette transition parce qu'elle a un dipôle beaucoup plus grand que ce dipôle à 2 photons, mais dans l'espace libre, elle émettrait sur cette transition, mais dans la cavité, l'émission spontanée est inhibée ici parce que la cavité n'a pas de mode à la fréquence correspondante. Et on a observé l'effet en balayant la fréquence de la cavité, simplement en appuyant sur les miroirs, en appuyant sur le niobium, en exploitant l'élasticité du niobium. On a vu que lorsque la cavité passait à résonance, à cette fréquence-là, le taux de transition de l'état supérieur à l'état inférieur passait par une valeur résonante. Et donc, ça a été le signe de cet effet. Émission de photons par paire, et on bénéficie donc à la fois de 2 aspects de l'électrodynamique en cavité, l'exaltation de l'émission des photons par paire et l'inhibition de l'émission concurrente d'un seul photon. Donc voilà nos expériences. Alors on s'est demandé à ce moment-là, est-ce qu'on allait vraiment poursuivre avec nos cavités ouvertes ou est-ce qu'on ne devait pas adopter définitivement les cavités fermées du groupe de Walter? Le problème des cavités fermées est le suivant. Si vous voulez appliquer un champ électrique aux atomes, c'est impossible dans une cavité fermée. Mais les champs électriques sont importants. Un champ électrique, ça permet par effet Stark de désaccorder ou d'accorder la cavité à un instant donné, donc en quelque sorte de manipuler le temps d'interaction de façon beaucoup plus simple que des roues dentées ou des systèmes qui demandent qu'on contrôle la vitesse des atomes. Et si on travaille avec des atomes circulaires, il y a une difficulté supplémentaire. Comme je vous le montrerai la semaine prochaine, les atomes circulaires demandent un champ électrique directeur. S'ils sont en champ nul, ils perdent complètement leur orientation et ils ne savent plus dans quel plan l'électron doit osciller. Donc il faut appliquer un champ. Et appliquer un champ est impossible dans une cavité fermée. Si vous cherchez à appliquer un champ, la loi de Gauss vous dit que le champ sera nul dans la cavité. Alors, la tentative qui a été faite dans les années 80, ça a consisté à prendre des cavités fermées et à les couper en 2 par un gap diélectrique en s'arrangeant de façon astucieuse pour que ce gap se situe dans une région où l'amplitude du champ électrique du mode considéré est nulle, pour qu'il n'y ait pas de perte, évidemment, au niveau du gap. Donc, des expériences ont été faites avec ces cavités ouvertes. Le problème, c'est qu'elles ont gardé un Q relativement modéré. On est arrivé à des Q de l'ordre de 10 puissance 7, qui étaient suffisantes pour atteindre vaguement le régime de couplage fort, mais les atomes de Rydberg étaient en particulier perturbés par les champs parasites à l'entrée et à la sortie au voisinage des parois métalliques, et donc on a renoncé rapidement à cela. Néanmoins, il y a eu une belle expérience qui a été effectuée par le groupe de Dan Kleppner à MIT en 1990. Donc ils ont pris une cavité formée de 2 parties, 2 blocs de cuivre. Pour la rendre supraconductrice, ils ont recouvert d'une couche de plomb, et en refermant cela, ils ont obtenu une cavité coupée. Et dans cette cavité coupée, ils ont observé l'oscillation de Rabi oscillante, analogue à celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, oscillation de Rabi observée avec quelques centaines d'atomes.
Néanmoins, pour augmenter la durée de vie des photons au-delà de cette valeur, nous avons choisi à l'ENS d'améliorer les cavités ouvertes en essayant d'optimiser la qualité de leur surface. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous montre ici simplement l'historique de ces expériences. Au cours des années 90, on a en une douzaine d'années augmenté par 5 ordres de grandeur le facteur de qualité de nos cavités. Donc, vous voyez ici, à gauche, vous avez un paramètre important qui est le nombre d'oscillations de Rabi pendant le temps d'amortissement de la cavité. Et le couplage fort, c'est évidemment quand on peut réaliser une oscillation de Rabi pendant le couplage avec la cavité. À droite, sur la même échelle, vous avez les valeurs absolues des temps d'amortissement des cavités. Vous voyez que le couplage fort correspond à 20 microsecondes. C'est en effet l'oscillation de Rabi dans le champ du vide. Il faut donc que le temps d'amortissement de la cavité atteigne 20 microsecondes. Alors, vous voyez qu'en 1994, avec nos cavités ouvertes, on avait des Q de l'ordre de 4 10 puissance 6. On a dépassé le seuil du couplage fort en 1996 en atteignant des Q de l'ordre de 5 10 puissance 7. Alors à ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est que pour essayer de compenser les irrégularités de la surface de Neubauer, on mettait un anneau métallique autour de la cavité qui, en quelque sorte, ramenait les photons qui s'échappaient à l'intérieur de la cavité. Donc cette structure d'anneau qui compliquait beaucoup la géométrie des expériences nous a permis d'arriver et de faire un certain nombre d'expériences dont je parlerai la semaine prochaine. En améliorant encore ce dispositif, on est arrivé à 3 10 puissance 8 autour de l'année 99. Mais le vrai saut a été effectué en 2006, lorsqu'on a abandonné les cavités en niobium, on est revenu au cuivre, qui se travaille mécaniquement de façon beaucoup plus précise, et on a simplement déposé sur ce cuivre une fine couche de niobium, un peu à la manière des expériences de Dan Kleppner, où il utilisait du plomb recouvrant son cuivre. Et donc on est arrivé à des cavités, dont vous voyez ici une photo, avec des facteurs Q atteignant 4 10 puissance 10 et une durée de vie du photon de 130 millisecondes. Alors là maintenant, on a des milliers d'oscillations de Rabi pendant la durée de vie de la cavité. Ça veut dire que si chaque atome subit une oscillation de Rabi et qu'un autre atome vient ensuite, on peut faire traverser des milliers d'atomes à notre cavité et regarder l'évolution cohérente de ces milliers d'atomes avec le même champ. Alors voilà ici une photo du cuivre traité mécaniquement avec une très grande précision. Le mécanisme de sputterisation de déposition du niobium par une décharge avec une cathode de niobium, donc qui dépose sur ces miroirs une fine couche de niobium. Et ça, on a mis au point cette méthode avec les ingénieurs du CERN, du CEA à Saclay. Et on est arrivé donc à un facteur Q de 4,2 puissance 10, une finesse qui est simplement le facteur Q divisé par l'ordre d'interférence de 4 10 puissance 9. C'est une finesse absolument exceptionnelle. Les meilleurs miroirs optiques ont des finesses de l'ordre de quelques millions, et là on a des finesses de l'ordre de plusieurs milliards. Et donc nos expériences sont effectuées, ce petit film montre la façon dont l'expérience est réalisée. On envoie des atomes de Rydberg circulaires un à un dans ces cavités pour évaluer la qualité de ces miroirs. On aime bien rappeler que si vous développer la trajectoire d'un photon qui oscille entre ces deux miroirs, séparés de 2,7 cm pendant 130 millisecondes, vous avez un parcours de 40 000 km. C'est la distance que la lumière parcourt en 130 millisecondes. Donc finalement, nos photons font l'équivalent de la circonférence terrestre pendant leur temps d'amortissement. Et donc le principe de l'expérience, c'est qu'on envoie des atomes un à un, ils se couplent à ce champ, et on détecte les atomes en les détruisant par ionisation après, et c'est la détection des atomes qui nous fournit une information essentielle à ces expériences. Alors on a obtenu ainsi en 1996 de beaux signaux d'oscillation de Rabi du vide. Voilà donc un signal d'ionisation. Alors on réalise l'expérience en envoyant un atome, en laissant le système évoluer, en le figeant par effet Stark. On obtient donc l'atome soit dans E, soit dans G, et si on recommence un grand nombre de fois, on construit la statistique, et ensuite on varie le délai, et on reconstruit cette courbe. Les points sont expérimentaux. La courbe est une sinusoïde qui est ajustée. On a évidemment des imperfections sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui sont liées à différentes limitations, imperfections expérimentales, mais vous voyez qu'on peut arrêter l'évolution à la moitié, faire ce qu'on appelle un pulse pi sur 2, donc réaliser une intrication maximale entre le champ et l'atome, et on peut, si on va jusqu'au pulse pi, préparer de façon déterministe un photon dans la cavité. Et donc je vous parlerai la semaine prochaine
des expériences qu'on a réalisées de cette façon-là. Il reste un problème important que je traiterai donc la semaine suivante, la semaine d'après, qui est, une fois que vous avez préparé un photon, est-ce qu'on peut le détecter et le manipuler sans le détruire dans la cavité? Et c'est ce dont je parlerai à la leçon 4. Donc je suis arrivé à peu près à la fin, mais je voudrais conclure en disant que l'histoire que je vous raconte là, qui est l'électrodynamique en cavité micro-ondes avec des atomes de Rydberg, n'est pas la seule intéressante en cavité QED, loin de là, et en même temps se développer des expériences analogues dans le domaine optique. Comment coupler de façon forte un atome sur une transition optique avec une cavité optique. Alors, les difficultés et les problèmes sont différents. La cavité optique est beaucoup plus petite, elle est formée de miroirs diélectriques à une distance inférieure au millimètre. Il faut envoyer des atomes dans l'état fondamental parce que la transition optique résonante avec la cavité coupe l'état fondamental au premier état excité, et il faut que les atomes interagissent le plus longtemps possible. Donc la physique des atomes froids est venue contribuer de façon importante. Dans les premières expériences, on laissait tomber les atomes froids, donc allant à une vitesse faible à travers cette cavité, et puis on est même finalement arrivé à piéger les atomes froids à l'intérieur de la cavité. Et la détection ne s'effectue pas par ionisation, puisque ces atomes ne sont pas sensibles à l'ionisation dans un champ électrique raisonnable, mais on utilise le laser qui traverse la cavité comme une sonde, et donc on se sert de la lumière du laser pour observer l'évolution du système. En 1992, le groupe de Jeff Kimball a pu faire la spectroscopie d'un atome dans une cavité de ce genre, et il a observé un doublé. Ce doublé, c'est la levée de dégénérescence liée à l'effet de couplage entre un atome unique et un photon. C'est l'anticroisement de niveau que je vous montrais la semaine dernière dans le cadre de la théorie de l'atome habillé, mais l'anticroisement de niveau au niveau séparation de E0 et de G1. J'ai essayé de le représenter ici. Vous voyez, lorsque l'atome rentre dans la cavité, le couplage entre les états G1 et E0 augmente et puis diminue lorsque l'atome sort. Et donc, au milieu de la cavité, on a une levée de dégénérescence, un doublé, qui fait que l'atome, le laser, n'interagit plus de façon résonante avec le système à la résonance normale de l'atome libre, qui serait ici, mais il interagit de façon résonante à une fréquence inférieure ou supérieure correspondant à ce doublé. Jeff Kimball aimait dire qu'il faisait une espèce de spectroscopie d'une molécule atome-cavité. Une autre façon de le dire, notre langage à nous, c'est de dire que c'est la spectroscopie de l'atome habillé par le champ de la cavité au niveau du vide. Et donc l'apparition de ce doublé est la manifestation du couplage fort, qui a été atteint donc en 1992 dans le domaine optique. Je vous rappelle qu'une interprétation de l'oscillation de Rabi, c'est de dire que c'est un battement entre les niveaux d'énergie de l'atome habillé, un battement dans le temps. Et donc vous voyez que la transformée de Fourier d'un battement dans le temps, c'est un doublé de fréquence. Et donc on peut dire que ces expériences de Kimball qui ont donné le départ de cavité QED dans le domaine optique et le spectre transformé de Fourier de l'oscillation de Rabi. Alors, de nombreuses équipes dans le monde, beaucoup plus d'ailleurs qu'en spectroscopie micro-ondes, font ce type de physique. Il y a le groupe de Jeff Kimball à Caltech, le groupe de Gerhard Rempe à Garching, et bien d'autres groupes dans le monde qui ont étudié ce couplage fort entre un atome et un photon dans le domaine optique, et ça pourrait faire l'objet de tout un cours. Mais je voulais simplement vous signaler que ces deux physiques se sont développées en parallèle à partir du début des années 90. Et donc, pour conclure, je vous montre simplement la page de garde d'un article de revue que j'avais écrit avec Dan Kleppner en 1989, qui était un résumé de ce qu'était une review de ce qu'était l'électrodynamique en cavité à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs le seul papier que j'ai signé ensemble avec Dan Kleppner, malgré le fait qu'on avait beaucoup collaboré et discuté au cours des années 80. Donc ces premières expériences, elles se centraient sur le problème du contrôle des propriétés d'émission spontanée, mais elles exploraient déjà les voies vers le couplage fort, et donc elles ont constitué le point de départ de toutes nos expériences plus récentes, parce que les méthodes qu'on a mises au point pour ces expériences ont ouvert la voie au contrôle cohérent des interactions atomes-photons, aux tests de la mesure quantique et la démonstration d'opérations d'information quantique. Donc je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que vous allez avoir donc à 11h le séminaire de Theodor Hensch. On m'a posé la question, le séminaire sera en anglais. Mais j'espère que ça ne va pas vous dissuader et que vous allez rester nombreux pour y assister. Donc on a le séminaire de Hensch, et je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir la visite de David Wineland qui va nous faire
va nous parler de l'autre aspect des expériences de contrôle d'ions uniques, focalisé sur l'utilisation de ces ions uniques pour réaliser des horloges à atomes isolés, un seul atome, et je vous recommande également ce séminaire qui sera, je suis sûr, très intéressant. Donc je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous à 11 heures.